Alors, bonjour à toutes et tous, j'espère que vous nous entendez. Merci, un grand merci tout d'abord pour votre présence avec nous aujourd'hui, pour avoir répondu et de votre intérêt pour cette séance. Je me présente, donc Philippe Jachan, je suis directeur de la stratégie à l'AFD et je suis accompagné ici à la fois des collègues de l'équipe qui travaille avec moi sur la stratégie et de Nicolas Le Gouen, qui est responsable de la division du partenariat avec la société civile, que certainement beaucoup d'entre vous connaissent aussi. Quelques mots peut-être déjà sur la séance de ce matin pour vous dire où nous en sommes et l'objectif de la séance. Donc, la séance d'aujourd'hui, elle est surtout dédiée à à vous donner quelques éléments d'information sur l'intention stratégique générale du groupe AFD et là où nous en sommes de ces réflexions-là. Alors ça, je vais le faire très vite après, de manière très euh, rapide. Donc, je vous demande déjà de ne pas en ressentir de la frustration, parce qu'évidemment, on n'est pas au moment de la présentation des orientations stratégiques de l'ensemble. Je reviendrai tout à la fin de la séance sur le calendrier à suivre, et donc il y aura une autre occasion où vous aurez accès aux documents et à la proposition d'orientation en tant que telle pour la commenter, mais au moins déjà vous donner les quelques grandes lignes directrices qui structurent aujourd'hui notre réflexion. Et puis le deuxième objet surtout de la réunion, c'est de vous restituer ce que feront les collègues, toutes les propositions en fait que vous nous avez transmises, et un grand merci pour ça, parce que là il y a eu beaucoup de participation à la plateforme de consultation externe qu'on a mise en place, qui est venue s'ajouter aussi à des rendez-vous plus particuliers qu'on a organisés avec différentes parties et les parties prenantes essentielles de l'AFD. Donc la concertation, la consultation, ce n'est pas seulement la plateforme, c'est aussi évidemment les rencontres et les réunions qui ont pu avoir lieu, et elles se poursuivront dans le semestre qui vient. Voilà, mais donc ça, on pourra vous le présenter aussi, vous rendre compte donc de vos contributions et profiter donc de cette séance. Donc on a 1h30 à peu près ensemble jusqu'à 11h pour vous permettre évidemment de poser les questions que vous souhaitez poser et d'avoir un échange, et on sera là pour réagir. Donc la seule contrainte pour ça, c'est qu'évidemment, étant dans un format numérique à distance et ayant beaucoup de participants, vous êtes à peu près 120 personnes connectées, et on a eu plus de 200 inscrits, donc potentiellement il y en aura plus encore qui vont nous rejoindre. Évidemment, vous imaginez bien, on ne pourra pas avoir, ça n'est pas une séance, on pourra avoir un débat en live ouvert, donc avec des prises de parole et des discussions. Donc ça se fera via le chat. Donc ça, on vous le rappellera, mais au fur et à mesure des présentations qui seront faites, ce qu'on va vous demander surtout, c'est de réagir dans le chat et de poser en fait vos questions. Donc on fera une pause après chaque séquence pour que vous puissiez interroger, poser vos questions ou soulever vos points de vigilance et sur lesquels on pourra éventuellement évidemment réagir. Voilà, à peu près ce que nous envisageons. On va peut-être avancer, alors peut-être lancer la petite présentation qu'on a prévue. Voilà, on va passer à la slide suivante. Donc ça, c'est le plan rapide de la journée, enfin de la séquence. Donc on va commencer par la présentation du poste 5 et de l'intention stratégique générale, et puis, comme je dis, bilan de la consultation, discussion, et puis une petite conclusion. Je vous redirai 2 mots sur le calendrier. Voilà, alors, par rapport à la séquence de consultation externe, ce que nous avons fait jusque-là, donc vous avez vu la consultation numérique, vous y avez très largement participé. Ça a été la partie que vous avez en fait, dont vous vous êtes saisi. On a donc collecté l'ensemble des propositions qui ont été faites.
Je peux vous dire qu'une partie d'entre elles sont déjà, en tout cas certaines étaient déjà assez en phase en fait avec nos propres réflexions, et puis d'autres seront là pour continuer à alimenter nos discussions internes. Et puis, donc, nous sommes aujourd'hui à l'élaboration d'une première version, alors qu'on a appelé V0 du futur plan stratégique, et qui va se nourrir donc à la fois des échanges d'aujourd'hui, des discussions internes qui vont se poursuivre, dans l'optique de produire une première version du document qui sera mise très certainement en partage de nouveau, alors via la plateforme de consultation, mais ça on pourra vous le dire, pour que là vous puissiez commenter et réagir dessus. Donc ça c'est prévu pour le mois d'octobre, le temps de nous laisser évidemment le temps de la rédaction et puis des consultations nécessaires internes avec nos différentes instances. Voilà, mais je reviendrai sur ce calendrier en fin de parcours pour le rendre plus précis. Sur l'orientation stratégique générale, quelques mots à partir du schéma que vous avez là pour expliciter l'intention, en tout cas, qui est la nôtre et ce vers quoi nous ambitionnons de porter la stratégie sur les 5 prochaines années. Donc, pour rappel, on est sur un plan d'orientation à 5 ans, donc 2023-2027. Et donc, le premier élément qui est celui de l'ambition, en tout cas que nous avons affiché, c'est, pour le dire comme ça, on le dit sous l'angle d'un groupe AFD 100% ODD, mais très concrètement, ça veut dire l'enjeu d'accroître nos impacts et notre action pour le développement durable et pour les ODD. Et ce, à mi-parcours à peu près de l'achèvement de l'agenda 2030, l'enjeu, c'est évidemment à la fois d'accélérer et d'accroître nos impacts sur le développement durable. Nous envisageons de le faire à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est sur un impact sur les trajectoires de développement durable et donc une orientation plus forte sur les politiques publiques et les dialogues de politique publique pour accompagner et agir sur les trajectoires de long terme de développement durable. Le deuxième niveau, c'est celui des acteurs, c'est-à-dire renforcer notre action dans l'accompagnement à la transformation des acteurs et des institutions, qu'ils soient publics ou privés, comment continuer, poursuivre dans la direction d'un alignement plus fort des institutions et des acteurs. Alors, on a commencé à le faire sur l'alignement climat, par exemple, l'accord de Paris. L'enjeu, c'est de poursuivre, de l'amplifier et d'aller vers de la transformation, de l'accompagnement à la transformation, de l'alignement avec le développement durable. C'est évidemment un axe très important. Le troisième niveau, c'est celui évidemment des projets. Donc là aussi, accroître la qualité, accroître l'alignement et la contribution de chacune de nos opérations au développement durable. C'est ce qu'on appelle, donc c'est notre approche 100% ODD que vous avez là au cœur de la matrice d'une certaine manière. Donc besoin de faire plus et mieux pour les ODD. Alors, pour faire plus et mieux, nous pensons qu'il faut le faire beaucoup plus en agissant du côté des autres, du côté des terrains où nous sommes. Alors, en accroissant d'abord nos capacités d'intelligence et d'expertise géographique, donc mieux connaître encore les pays, les territoires, les contextes. L'agenda des ODD est un agenda universel, mais qui se décline et qui se traduit dans chaque contexte et localement. Donc plus d'intelligence géographique, comme je le disais, plus d'économie politique, probablement, une capacité, avant de parler de projets, de comprendre les pays, de comprendre les populations, les opinions, les besoins, les jeux d'acteurs. Donc un meilleur ancrage renforcer à partir du réseau déjà de l'AFD qui est très déployé, renforcer notre ancrage géographique. Et c'est aussi très certainement aller vers une posture plus partenariale encore, et donc se positionner dans le dialogue avec nos partenaires. J'ai parlé de dialogue de trajectoire, dialogue de politique publique, c'est aussi accompagner des acteurs, donc c'est aussi se mettre dans une logique d'accompagnement et de partenariat de long terme
et bâtir donc de la confiance, en fait, dans chacune de nos interlocutions. Le deuxième, donc faire plus c'est mieux, c'est aussi évidemment, et c'est l'alignement de notre offre, en fait, de l'offre du groupe, ses moyens et ses instruments avec l'enjeu des ODD. Ça veut dire très clairement, à partir de chaque secteur en fait d'intervention, à partir de chaque politique sectorielle, à partir de chaque projet, être en capacité de penser les impacts et les interactions multisectorielles, d'une part, des enjeux de transition juste, par exemple, des enjeux de politique de santé qui soient pensés dans un environnement et en lien avec les enjeux environnementaux, ce genre de nexus-là que vous connaissez bien. Mais c'est aussi faire en sorte que chacune des opérations, chacun des projets soit aligné avec les dimensions transversales du développement durable. Ça veut dire pour nous, d'une part, ne nuire à aucune de ces dimensions-là. Et pour nous, les trois dimensions que nous mettons et que nous entendons mettre en tête, c'est la dimension planète, donc climat et biodiversité, dimension écologique, environnementale. La deuxième dimension, qui sera une dimension sociale, donc les enjeux d'inégalité, d'inclusion. La troisième dimension, sur laquelle nous travaillons, c'est une dimension institutionnelle, citoyenne et démocratique. Et donc l'enjeu, de ce point de vue-là, quand on dit aligner notre offre, c'est évidemment que toutes les opérations ne nuisent pas, donc n'accentuent pas les vulnérabilités environnementales, sociales ou institutionnelles, d'une part, mais à l'inverse, évidemment, soit dans une logique de bénéfice et d'impact positif sur ces trois dimensions-là, donc pour évidemment accroître les impacts sur chacune de ces trois dimensions, quel que soit le secteur d'intervention, en fait, que nous visons. Troisième volet de cette approche sur lequel nous travaillons, c'est de considérer, quand je dis faire plus et mieux, ça veut dire aussi, évidemment, mobiliser au-delà de nos propres forces. Donc l'enjeu du développement durable, l'enjeu de la prospérité partagée, l'enjeu d'une planète soutenable, c'est pas un enjeu uniquement pour l'AFD, c'est un enjeu qui est pour tout le monde, et il s'agit évidemment de déployer de ce point de vue-là plus de capacité de mobilisation partenariale et financière. Et pour nous, c'est continuer à capitaliser d'une certaine manière sur ce qui a été fait en termes de déploiement partenarial les dernières années, dans le cadre du post-4 notamment, donc de la stratégie précédente. Et c'est penser cette mobilisation aujourd'hui autour de 4 axes prioritaires. Le premier, c'est celui de l'orientation de la finance, c'est-à-dire faire plus et mieux, c'est aller au-delà aussi de l'APD. Comment faire en sorte que l'ensemble des standards du financement et de la finance soit compatible avec le développement durable. Donc, c'est tout ce que nous faisons déjà dans les alliances de banques publiques au niveau international, dans les différentes coalitions avec l'OCDE, agir et peser pour que les standards de la finance, les taxonomies, l'ensemble de ce qui structure et régule la finance soient relevés. Le deuxième axe de la mobilisation, c'est évidemment les effets leviers financiers, donc pouvoir mobiliser plus de financement public et de financement privé pour le développement durable. C'est plus classique. Troisième levier, c'est celui évidemment de la mobilisation partenariale et des expertises. Donc c'est surtout avec vous, avec l'ensemble des acteurs de la société civile, les acteurs, les collectivités territoriales, les partenaires de l'AFD, les experts et les expertises, les nôtres et celles de nos partenaires, et dans une logique aussi d'expertise partagée. C'est mobiliser les savoir-faire, en fait, et les intelligences collectives et la recherche pour le développement durable. Et le dernier axe, c'est celui, je dirais, de la mobilisation des opinions. Donc, c'est plutôt mobilisation des sociétés. Donc, c'est le travail aussi d'éducation à la citoyenneté, à la solidarité internationale, qui se fait en partenariat, là aussi, avec les ONG, avec la société civile. C'est plus de sensibilisation, plus de partage vers le grand public de ces enjeux-là.
Trois leviers pour finir au service de cette ambition, de ces objectifs. Donc, le levier de l'innovation, le levier de la communication et le levier de la transformation. Très rapidement, nous pensons que on a besoin, alors on a commencé à le faire et l'AFD, y compris avec vous, avec beaucoup d'acteurs de la société civile, a des instruments aujourd'hui dédiés à l'expérimentation, à l'innovation. Comment faire en sorte que, évidemment, dans un monde où il s'agit de trouver les recettes des trajectoires durables et que personne n'a aujourd'hui d'une certaine manière, l'ensemble des pays sont dans des trajectoires aujourd'hui qui ne sont pas durables et pas soutenables, et ben, évidemment, un enjeu d'innovation à la fois méthodologique, mais aussi probablement institutionnelles, les innovations internes aussi, les transformations dont on a besoin pour être au service de ces enjeux-là. Comment faire en sorte de passer à l'échelle un certain nombre d'expérimentations qui fonctionnent. C'est toutes ces réflexions-là que nous mettons dans cette boîte-là qu'on a appelée innovation. C'est aussi plus de prospective, c'est aussi penser 2030, mais l'après 2030, et donc garder un temps d'avance nécessaire pour cela. Le deuxième levier qu'on a appelé celui de la communication, c'est évidemment l'enjeu du message, en fait, du langage. Comment parler des ODD avec, dans des contextes différents, comment parler du développement durable dans des contextes différents, quels sont les bons messages, le bon langage à utiliser, comment on communique et comment on valorise des actions communes. C'est aussi comment ensemble, avec nos partenaires, on donne à voir et on raconte cette ambition-là et ce récit. C'est évidemment de la communication aussi pour l'interne, pour le groupe, pour l'ensemble des agents, et donc bon, un enjeu de cohésion et d'adhésion aussi à l'orientation stratégique. Et puis le troisième levier, celui de la transformation, c'est un levier interne d'une certaine manière, mais c'est évidemment une stratégie groupe qui, si on confirme ces ambitions-là, une ambition trajectoire, une ambition acteur, par exemple, va demander évidemment des moyens différenciés, des investissements nouveaux, et donc pour nous l'importance de les identifier et de les inscrire dans ce troisième levier. Voilà, je vais m'en arrêter là, donc un peu pour vous dire là où nous en sommes et globalement à la fois l'intention générale, l'ambition et la direction que nous avons prise pour l'élaboration de notre nouvelle stratégie. On va passer peut-être maintenant à la restitution de vos propositions, et puis on vous proposera d'ouvrir une première séquence de discussion. Donc n'hésitez pas, évidemment, au fur et à mesure à poser vos questions ou à soulever vos commentaires dans le chat. On pourra comme ça les prendre au fur et à mesure. Voilà, donc je crois que c'est Karine. Mohamed, pardon. En fait, il faut rappeler ici que l'objectif de la consultation numérique était d'associer toutes les parties prenantes externes du groupe AFD au processus d'élaboration de la stratégie 2023-2027 du groupe. Et donc, on a ouvert cette consultation numérique qui était disponible à la fois en français et en anglais. Et l'idée était de recueillir vos propositions sur les trois grandes entrées thématiques que vous voyez tout au milieu de la présentation, notamment un groupe AFD du côté des autres, un groupe AFD 100% ODD et mobiliser, innover ensemble. L'idée était de recueillir donc vos propositions sur ces grandes entrées thématiques afin de nourrir la réflexion sur les enjeux et les grandes orientations stratégiques que le groupe peut se donner, notamment sur les 5 prochaines années. Il faut dire que le bilan de la consultation, comme Philippe l'a signifié dès le début, a été très positif. En 5 semaines, on a eu plus de 900 participants. Les participants, en fait, c'est des personnes qui ont soit contribué directement en faisant une proposition, soit faire des commentaires sous des propositions ou voter, ou les trois ensemble. Et avec une typologie de participants assez diversifiée, on a des acteurs du secteur public, on a des acteurs du monde du secteur privé,
mais on note ici en fait que le plus grand nombre de participants vient du monde des organisations de la société civile. Et en termes de répartition des contributions, on a un relatif équilibre avec notamment un peu plus de contributions pour innover, mobiliser ensemble. Et plus de, juste après, on a un groupe AFD 100% ODD, qui est ensuite suivi par un groupe AFD du côté des autres qui a recueilli 20% de vos propositions. Pour ce qui est du process, il faut savoir en fait que toutes les 269 propositions qui ont été recueillies en tout durant ces 5 semaines ont été lues et les commentaires sous cette proposition. Et ensuite, on a procédé à un travail de catégorisation de cette proposition. Il y avait un besoin de catégorisation dans la mesure où on a eu un nombre assez élevé de propositions. Et il y avait des propositions qui s'inscrivaient en fait dans l'esprit même de la consultation, qui était l'idée de proposer une boîte à idées dans laquelle vous déposerez des propositions que vous souhaiterez voir dans la future stratégie du groupe. Mais on a eu également des propositions de projets avec souvent des appels à financement du groupe AFD. Et on a eu des propositions qui étaient assez nombreuses, mais qui avaient à l'interne même, dans leur descriptif, plusieurs idées stratégiques dans la même proposition. Donc, il a fallu faire un travail de catégorisation et puis ensuite un travail de synthèse qui a consisté à ranger ces différentes propositions-là sous des grandes idées stratégiques qu'on a retenues et qui ont permis de nourrir la réflexion autour du plan d'orientation stratégique du groupe. Il faut savoir à ce stade que les propositions de projets qu'on a eues n'ont pas été rejetées. Nous avons par exemple pour un projet qui appelait le groupe AFD par exemple à financer des biodigesteurs dans une commune d'Abidjan en Côte d'Ivoire. L'idée qui a été retenue à travers cette proposition, juste à titre d'exemple, c'est de montrer en fait que le groupe AFD doit faire davantage de financement dirigé vers les projets d'énergie verte propre et soutenable. Par rapport à l'analyse des propositions reçues, pour cette restitution, en fait, nous avons opté pour la méthodologie des nuages de mots. L'idée était de faire ressortir de manière imagée, d'avoir une sorte de cartographie générale des propositions, des thématiques qui ont été prioritairement mises en avant dans vos propositions. Et ce nuage de mots, en fait, c'est un nuage de mots qui est général, qui prend en fait en compte toutes les propositions qui sont ressorties de cette consultation. Et on remarque en fait clairement dans ce nuage de mots que le mot développement est le mot qui a eu le plus d'occurrence. Il a été suivi par des concepts comme financement durable, partenariat, population, droit, économie, etc. En fait, rien que cette image de mots est assez significatif et s'inscrit plutôt en cohérence avec la nature des missions du groupe et son mandat d'acteur de financement du développement et d'accompagnement vers un développement toujours plus soutenable, plus juste, plus humain. On a ensuite des nuages de mots que nous avons fait de manière beaucoup plus spécifique qui prennent en compte que les propositions qui ont été faites sous les différentes catégories qu'on a. Ici, c'est le nuage de mots qui concerne un groupe AFD du côté des autres. Et là, on voit clairement que les mots comme population, besoin, solidarité, humain, droit, femme, mais également on a Afrique, on a France, on a genre, ce sont des mots qui sont le plus ressortis dans des propositions sous la catégorie 1, groupe AFD du côté des autres. Rien que sur la base de ce nuage de mots, on pourrait tenter l'analyse qui est la suivante en fait, qui est le fait que la demande générale et structurante ici, c'est le fait que le groupe AFD doit de plus en plus être à l'écoute des populations afin de sonder
et d'avoir une connaissance beaucoup plus fine de leurs besoins, d'avoir une offre différenciée par rapport aux différents contextes et aux différentes géographies, et d'impliquer davantage les jeunes, les femmes, notamment dans ces zones prioritaires d'intervention, à travers une approche qui met en avant les droits humains, et à travers une approche beaucoup plus participative qui prend en compte de plus en plus les attentes de ces différentes populations. Et on a retenu quelques idées structurantes que nous présentons par rapport à chaque catégorie. En fait, il faut savoir ici que cette liste d'idées n'est pas exhaustive. Ce sont les idées qui ont eu le plus d'occurrences, et vu la contrainte de temps qu'on a, ce sont ces grandes idées que nous présentons aujourd'hui dans le cadre de cette restitution. Et donc, on a, en termes d'idées par rapport à un groupe AFD du côté des autres, on a le fait que le groupe AFD doit aller vers un plan d'orientation stratégique beaucoup plus transparent. L'idée ici, c'est d'inciter le groupe à avoir une politique de transparence beaucoup plus ouverte, notamment à travers la publication de tous ces résultats financiers, je vous cite, notamment également à travers la publication des échecs du groupe, des retours d'expérience par rapport aux évaluations des projets qui sont mis en œuvre sur le terrain, et d'avoir une plateforme open data qui permet notamment à ces contreparties externes d'avoir accès à ces informations sur le groupe AFD. On a également une deuxième grande idée structurante qui est de faire de ce nouveau plan d'orientation stratégique un plan d'orientation stratégique de la prise en compte effective des attentes des populations et des bénéficiaires finaux. L'idée, les propositions faites sous cette grande idée stratégique, c'est de faire en sorte que le groupe soit de plus en plus à l'écoute des bénéficiaires finaux, qui financent des projets avec de réels impacts sur ces bénéficiaires finaux, qui puissent les évaluer, mais aussi associer les populations dans ces différentes géographies d'intervention à la conception des projets, mais aussi à leur mise en œuvre et à leur évaluation. On a aussi le fait que le groupe AFD a été appelé pour avoir une politique, une stratégie migration alignée sur les grands défis sécuritaires, climatiques et environnementaux. L'idée ici, c'est globalement, c'était un rappel du poids que pourraient avoir les institutions de financement du développement, dont l'AFD, dans le plaidoyer sur ces enjeux en termes de grande migration, et également le financement d'organisations de la société civile qui travaillent sur ces enjeux-là, et d'accompagnement, d'appui vis-à-vis des collectivités territoriales des États qui sont bousculés ou qui sont obligés de faire face à ces grands enjeux-là. On a également l'idée de la protection des droits des enfants qui doivent être portés par le groupe AFD, notamment dans le cadre de sa nouvelle stratégie, comme une priorité. L'idée ici, en fait, c'est d'avoir une approche par les droits qui fait un focus sur le droit des enfants, et de prendre en compte de plus en plus la voix des enfants, de les écouter, de créer des canaux pour recueillir notamment leurs objectifs, parce que l'avenir ne peut pas se faire sans eux. On a tendance à imaginer pour eux ce qui est bien pour eux. Et l'idée ici, c'est de travailler également de plus en plus en appui avec les organisations de la société civile qui travaillent sur ces enjeux de droits des enfants. Il faut dire ici que ce qui a été intéressant, notamment en termes en termes de relations entre les grandes idées qui ont été retenues ici, c'est le fait que, par exemple, pour la protection des droits des enfants, il y avait également une idée qui soutenait le fait que le droit des enfants doit être protégé de manière beaucoup plus accrue, notamment dans les contextes de migration forcée dus à des phénomènes climatiques
catastrophiques ou à des guerres, à des enjeux environnementaux. On a également une idée qui est de soutenir de plus en plus la jeunesse, c'est-à-dire en allant au-delà des actions traditionnelles en termes de sensibilisation de la jeunesse, en faisant des jeunes des acteurs du développement durable et en prenant en compte leurs avis, en créant des dispositifs pour les écouter, en finançant des OSC qui sont pilotés par des jeunes ou des OSC qui travaillent sur des enjeux de jeunesse, etc. Enfin, dans le cadre des propositions recueillies sous la catégorie un groupe AFD du côté des autres, on a un appel pour un groupe AFD 100% féministe. L'idée ici, c'est que le groupe AFD devrait pleinement affirmer et assumer qu'il est un groupe AFD 100% féministe, au même titre que le groupe AFD affirme qu'il est un groupe AFD 100% ODD, et d'avoir une approche intégrante de tous les enjeux genre, en l'élargissant bien entendu aux enjeux d'orientation sexuelle et d'enjeux des communautés LGBTQI+, en ayant un soutien beaucoup plus massif aux OSC qui travaillent sur ce secteur-là et en ayant des projets de financement notamment pour un renforcement des capacités des femmes, notamment dans des contextes de pays fragiles et de grande vulnérabilité. Merci Mohamed. Peut-être qu'avant de passer à la prochaine catégorie, on va vous laisser répondre à quelques questions, puisqu'il y a déjà beaucoup de questions dans le chat. Merci d'ailleurs pour toutes ces remarques. Ouais. Philippe, peut-être tu veux commencer? Oui, ben on va se compléter. Merci beaucoup pour les questions qui ont été posées. Peut-être si on peut remonter. Alors moi j'ai noté plusieurs questions autour des enjeux d'impact des acteurs sur les ODD, sur le secteur privé. Une première question sur la position relative aux acteurs du secteur privé, notamment qui auraient des politiques d'impact en matière de développement durable, je crois. Et je vais peut-être déjà réagir là-dessus, et ça fera le lien peut-être aussi avec l'ESS. Et donc, je laisserai peut-être Nicolas compléter. Évidemment, pour nous, dans notre démarche, on va dire, acteurs aujourd'hui, ces acteurs-là sont pour nous des acteurs clés, à la fois de dialogue, pour échanger les pratiques, notamment en termes d'analyse d'impact. Vous savez que l'AFD dispose aujourd'hui d'un dispositif qui est dispositif d'analyse et d'avis, développement durable, qui est le dispositif sur lequel on s'appuie en fait, parce qu'il y a eu aussi une question là-dessus pour analyser l'impact, les impacts positifs ou négatifs de l'ensemble de nos opérations sur le développement durable. Donc c'est notre grille aujourd'hui d'analyse et de lecture qui est appliquée à la fois par les chefs de projet qui produisent leur propre analyse, mais aussi avec un double regard, parce qu'on a une équipe externe aux équipes projet qui rend un avis externe et qui donne son opinion. Cet avis-là est intégré dans le document et transmis au moment des décisions d'octroi qui sont faites sur toutes les opérations, que ce soit dans nos comités de crédit interne ou au conseil d'administration. Donc ça, c'est notre pratique, et ça, vous pouvez le trouver sur le site de l'AFD, l'ensemble pour en savoir plus sur justement notre grille de mesure, qu'est-ce qu'on regarde en fait dans chaque opération relativement à ces impacts sur le développement durable. Donc on a 6 grandes dimensions dans lesquelles on a intégré ce que j'ai dit tout à l'heure, les grands sujets transversaux, planète, sociale et institutions. Le deuxième, ça c'est le premier dispositif. Le deuxième, c'est qu'on a aussi des équipes qui sont en charge des appuis, c'est-à-dire avant que l'avis ne soit donné, il y a des appuis qui sont apportés par des cellules d'appui à toutes les opérations pour les accompagner dans cet alignement
et dans l'accroissement de leurs ambitions en termes d'impact. Donc nous, ça c'est notre pratique. Évidemment, le dialogue qu'on peut avoir et qu'on a de plus en plus aujourd'hui avec des pairs, avec d'autres banques publiques de développement, avec d'autres institutions, d'autres agences de développement, mais aussi avec des acteurs privés qui s'investissent dans ces démarches-là, c'est essentiel évidemment pour partager nos pratiques. C'est essentiel aussi dans les pays. On va avoir très certainement une approche plus ciblée sur les acteurs qui sont très engagés déjà dans ces démarches de développement durable, qui sont les acteurs qui sont aux avant-postes d'une certaine manière des enjeux de transformation. Donc, ce n'est pas une réponse définitive, mais évidemment, ces acteurs-là sont, on va dire, des partenaires clés pour nous. Après, on a un enjeu à ne pas passer à côté des autres acteurs, c'est-à-dire y compris des institutions et des acteurs aussi du secteur privé qui ne sont pas engagés dans des démarches de cette nature et dont l'impact est très important pour autant, et donc avec lesquels il y aura un enjeu aussi à engager un dialogue et avoir pour nous les leviers, en tout cas, pour rentrer peut-être les embarquer, si possible, dans des démarches de transformation, par exemple, et d'alignement. Voilà, peut-être le premier élément. Et je pense que les acteurs de l'économie sociale et solidaire, de ce point de vue-là, sont évidemment des acteurs très proches, d'une certaine manière, parce que c'est une économie qui est assez naturellement, en fait, ODD, d'une certaine manière. Et peut-être Nicolas pourrait donner plus d'éléments là-dessus. Juste, bon, voilà, c'est vrai que on n'a pas, c'est déjà pour nous un réflexe, hein, on l'a vu à plusieurs reprises, on a déjà des outils de financement qui ont été développés justement pour soutenir ce pan des acteurs. La loi donc, de programmation, développement et de lutte contre les inégalités mondiales qui a été adoptée en août dernier cite expressément l'ESS comme un champ, un écosystème d'acteurs extrêmement important. Donc évidemment, à nous aussi dans les prochaines années de développer une offre d'outils financiers un peu plus large. C'est ce qu'on est en train de faire. On va mener une étude avec le ministère des Affaires étrangères pour voir à la fois pour bien comprendre l'écosystème français, voir comment il se déploie à l'international, bien comprendre aussi les conditions de l'ESS à l'international, puisqu'évidemment, ce qui fait en fait la législation française n'est pas forcément transcriptible aussi à l'étranger. Donc il y a tout aussi pour nous cet enjeu de comprendre un petit peu comment accompagner ces acteurs dans leur déploiement à l'international, évidemment accompagner les acteurs locaux qui ont cette ambition, en fait, en tout cas ce modèle ESS. Donc oui, ça fera partie évidemment des réflexions et certainement d'une gamme d'outils qu'on devra développer dans les prochaines années. Merci. Alors, beaucoup de questions, hein, donc j'essaie de reprendre dans l'ordre. Il y avait une question sur les standards financiers, je crois que j'ai vu. Est-ce qu'elle va s'appuyer sur les 17 ODD c'est clairement l'enjeu, hein, c'est l'enjeu aussi de nos dialogues au niveau européen international, c'est qu'évidemment ces standards-là soient ajustés et rehaussés de manière la plus compatible possible avec les ODD. Vous savez qu'il y a en fait une très grande multiplicité de standards et d'approches et de taxonomie d'une certaine manière, et même une sorte de compétition internationale aujourd'hui là-dessus. Donc il va y avoir besoin de travailler sur des standards les plus harmonisés possibles, les plus ambitieux possibles. C'est évidemment là pour le coup une discussion qui nous dépasse, mais dans laquelle on est très investi. On a souvent, nous, coutume de dire, il y a peut-être besoin d'un nouveau sommet sur le financement du développement, parce que le dernier, qui était celui d'Addis Abeba, a eu lieu avant les ODD. Et d'une certaine manière, on a un agenda des ODD sans forcément qu'il y ait un agenda de financement adapté à ce nouvel agenda des ODD. Et l'agenda d'action d'Addis Abeba a eu lieu avant et n'est pas complet de ce point de vue-là et ne répond pas aujourd'hui à ce besoin-là. Il y a peut-être besoin aujourd'hui d'aller vers peut-être un nouveau sommet qui justement puisse faire rassembler et bâtir un nouveau consensus autour de ces enjeux-là et donner une architecture de financement des ODD qui soit adaptée et stabilisée au niveau international. Mais clairement, tous les efforts pour nous que nous faisons là-dessus sont essentiels. Ils sont essentiels parce que, évidemment, plus on renforce les standards, plus on va agir sur la demande aussi et sur les orientations et nous permettre d'être plus incitatifs, en fait,
dans nos opérations si les standards de marché évoluent favorablement. Ça va dessous. Il y a eu une question, je crois, sur les mots-clés. Alors, encore une fois, je rappelle, tout ce qu'on a présenté là, c'est ce qu'on a reçu. Ce n'est pas les propositions de l'AFD, c'est ce qu'on a reçu des différentes contributions. Donc, évidemment, il y a des choses qui manquent. Ça, on l'a noté. Et je pense que pour ceux d'entre vous qui le notent, enfin, quand on passera à la deuxième étape de consultation, je pense que vous retrouverez des choses, des enjeux de formation, de renforcement de capacité. Alors, le mot éducation est quand même bien ressorti, mais ce sont évidemment des points essentiels, surtout quand on parle d'accompagnement d'acteurs, de dialogue de politique publique. L'arrivée d'Expertise France dans le groupe AFD est évidemment essentielle aussi de ce point de vue-là. Tout l'accompagnement technique aussi, donc je pense qu'on ne perdra pas de vue cet enjeu-là. Qu'est-ce qu'on a, j'ai noté aussi. Alors, est-ce qu'on va s'appuyer sur le bilan oui, évidemment, bilan de la stratégie précédente. C'est évident, je n'ai pas forcément eu le temps d'aller dans le détail, mais si vous voulez, la stratégie de laquelle nous sortons, donc le post 4, c'est celle qui a fait franchir à l'AFD des caps importants en termes d'action climat, notamment avec l'engagement 100% Accord de Paris, celle qui a renforcé, redensifié le pilier social. Elle a permis aussi à l'AFD d'être beaucoup plus active et de se mettre à niveau sur les enjeux du genre. On a aussi ouvert une capacité plus importante d'action sur les terrains des crises, des vulnérabilités. Ce sont autant d'acquis en fait de la stratégie précédente. Et évidemment, tous ces enjeux-là. C'est une stratégie qui a aussi ouvert le discours sur les enjeux de transition. C'était la première fois, je crois que ça apparaissait. Donc, ça veut dire rentrer dans des objectifs de trajectoire et pas seulement de projets. Voilà, c'est évidemment autant de choses qui vont nous servir et je crois qu'ils font écho avec ce qu'on est en train de travailler pour la suite. Donc, évidemment, on va s'appuyer dessus. Je dirais c'est presque une évidence. On avait une question, je crois, de la coalition eau sur la part des finances. Je ne sais pas si tu veux peut-être. Oui, alors effectivement, la question c'est comment est-ce qu'on flèche entre guillemets les financements, est-ce qu'on introduit ou pas entre guillemets des quotas et des objectifs. Alors ça, c'est dans le cadre du contrat d'objectifs et de moyens qu'on a avec l'État, qu'on fixe. Mais globalement, sur les dernières années, on est évidemment sur des investissements à peu près autour de 10% de notre plan d'affaires sur la santé, idem sur l'éducation. Donc voilà, maintenant, ce sera évidemment ce qu'on appelle le POS, le plan d'orientation stratégique, qui est aussi lié à notre contrat d'objectifs et de moyens avec l'État. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on fixe à peu près les grandes orientations. Sur la question des outils financiers, voilà, l'idée, c'est pas d'opposer prêts, subventions, c'est vraiment de réfléchir dans l'ensemble. Donc, évidemment, il y a toujours cet axe prioritaire pour les pays les moins avancés, les pays prioritaires de l'aide publique au développement de la France, sur lesquels on investit massivement aussi en subventions. Donc voilà, donc pour l'instant, on n'a pas encore ces éléments-là, mais je pense que ce sera la séquence d'après. Une fois qu'on a la stratégie, après, on fixe les objectifs avec, évidemment, avec nos administrateurs. Alors, je prends une dernière question sur les droits humains, je crois, qui a été posée. Et puis, je vous propose, je suis désolé, mais il y a beaucoup de questions. On va devoir avancer. Et on va voir ensuite comment on peut peut-être continuer de répondre peut-être à distance par écrit aux différentes questions qu'on n'aura pas pu adresser là tout de suite. Je le regrette. Mais si je suis le fil, peut-être avant de passer à la suite, question de Raphaël, je crois, sur la question des droits humains. Peut-être pour dire, en tout cas en termes de stratégie, qu'à ce stade, on réfléchit à intégrer cette dimension de deux manières différentes. D'abord, dans le pilier, autour de l'axe citoyen, institution, démocratie que j'ai évoqué, aller jusqu'à intégrer les enjeux des droits civils et politiques, d'une part, et puis d'essayer dans les opérations, là on travaille sur la généralisation du principe de l'approche fondée sur les droits humains, c'est-à-dire dans l'ensemble de nos opérations, essayer d'avoir une méthode et une approche, et donc évidemment un renforcement de nos capacités en la matière. On le fait déjà, je crois, c'est au contrôle. Mais l'idée, c'est d'être beaucoup plus, de le consolider et de pouvoir en rendre compte. Donc, voilà. Oui, non, après, c'est vrai que pendant très longtemps, il y a eu deux silos, droits humains, développement. Aujourd'hui, on va essayer
réconcilier l'ensemble. La question aussi, c'était comment est-ce qu'on informe et qu'on irrigue un peu ces sujets de droits humains. Donc, en interne, évidemment, il y a des formations qui sont proposées aux agents du groupe AFD. Dans le cadre de projets aussi qu'on finance avec la plateforme des droits humains, notamment l'initiative Marianne, mais aussi tout un enjeu de formation, d'information des postes, des personnels en ambassade et aussi des agents sur le terrain sur ces enjeux-là. Donc voilà, depuis quelques années, on monte en puissance et puis je pense que collectivement, voilà, maintenant on a ce réflexe de se poser la question et voilà, on verra un peu comment tout ça atterrira dans notre stratégie, mais ce sera évidemment, ça prend de plus en plus d'importance. Je vous propose qu'on poursuive. Continuez évidemment à poser vos questions, on ne les perdra pas, mais il faut qu'on avance malheureusement parce qu'il est déjà 10h17. Alors, je continue, du coup, merci Philippe et Nicolas. Donc, je continue sur les propositions. Donc, la deuxième catégorie la deuxième thématique sur laquelle nous vous avions proposé de vous exprimer, c'est la thématique un groupe AFD 100% ODD. Donc, pour commencer, encore un nuage de mots qui représente les principales idées, les principaux mots que vous avez, qui sont ressortis. Donc là, on voit bien ODD, financement, développement, climat qui ressortent. Et effectivement, le 100% ODD, c'est vraiment le cap de notre action au quotidien. C'est déjà le cap de notre action au quotidien. Ce le sera encore plus dans le cadre de la nouvelle stratégie. Et comme Philippe le disait, nous souhaitons à nous placer dans des trajectoires de prospérité durable qui nous permettent de concilier justice sociale et limites planétaires. Donc, on se retrouve bien dans les mots qui sont dans ce nuage et qu'on retrouvera dans la stratégie. Alors, sur les propositions que vous nous avez faites, il y en a eu plus de 80 dans cette thématique. C'est la thématique qui a reçu le plus de propositions. Donc, on a essayé de les structurer autant que possible pour les synthétiser et les regrouper par grandes idées. Donc, la première idée que vous nous avez fait remonter, c'est d'avoir une stratégie qui nous permette de financer plus et mieux les ODD. Donc, on est clairement aligné avec ce type de proposition et ça rejoint l'enjeu de mobilisation dont parlait Philippe en introduction. Parmi les propositions que vous nous avez faites dans cette thématique, il y a eu le financement du secteur privé, des TPE, des PME. Donc, c'est des choses que nous faisons déjà avec Proparco, la filiale dédiée au secteur privé de l'AFD, également avec les initiatives Digital Africa pour financer les TPE et les startups en Afrique. Vous nous avez également proposé de nous rapprocher de nouveaux acteurs, comme les diasporas, les philanthropes, les mécènes, les fondations. Donc, c'est également des propositions qui sont pleinement intégrées dans le cadre de notre nouvelle stratégie. Donc, on va également les intégrer dans le cadre du document. Vous nous avez également proposé de poursuivre le développement de la recherche-action. Et là aussi, on est en phase avec ces propositions. On a envie de mieux travailler avec les think tanks, les centres de recherche. Cela nous permet de mieux comprendre les contextes locaux des pays dans lesquels nous travaillons et d'être plus pertinents, plus impactants dans les projets que nous pouvons financer. Vous nous avez également proposé de mettre plus de financement à la disposition des entreprises, publiques et privées, et des collectivités dans les Outre-mer. Deuxième thématique qui est ressortie de la consultation dans cette thématique, c'est une thématique sur le financement de la transition énergétique. Alors, comme vous le savez, le groupe AFD travaille depuis plusieurs années, depuis longtemps, sur la transition énergétique et le secteur de l'énergie. C'est un secteur clé au cœur de nos activités. Donc, on va continuer à s'investir dans ces thématiques pour financer des services énergétiques accessibles à tous, qui soient efficients et décarbonés. Donc, par exemple, en 2001, c'est plus de 2 millions de personnes qui ont bénéficié d'un nouvel accès à des services électriques et durables. Donc, on va continuer dans cette thématique, comme vous nous le proposez. Vous nous avez proposé très concrètement de financer des projets d'électrification dans des zones défavorisées, de créer des conditions pour un accès à l'énergie pour tous. Donc là, on est clairement en phase avec ces propositions. Une thématique également qui est ressortie, c'est la thématique de la lutte en faveur de la sécurité alimentaire. Donc, c'est la lutte contre l'insécurité alimentaire, c'est une des priorités sectorielles de la loi de développement. C'est également quelque chose qui sera du coup clairement intégré dans notre future stratégie pour lutter contre ce problème. Vous nous avez proposé de renforcer nos interventions dans les zones prioritaires, de lutter contre le gaspillage alimentaire, la désertification et de former les agriculteurs, par exemple, à la permaculture et à l'agroécologie.
Troisième thématique qui est ressortie, c'est l'accès à l'eau et à l'assainissement. L'eau et l'assainissement, c'est clairement une priorité sectorielle aussi de la loi. C'est aussi quelque chose sur lequel le groupe AFD est engagé depuis longtemps. Donc, on va continuer à s'investir dans cette priorité, dans cette thématique, comme vous nous le suggérez. Et puis enfin, on a eu tout un ensemble de propositions qui visent à renforcer le lien social et le vivre ensemble. Ça rejoint la stratégie 100% lien social du groupe AFD qui était l'un des cinq engagements structurants de la précédente stratégie. Donc, on va continuer dans cette optique, notamment pour réduire les inégalités multidimensionnelles, donc inégalités de revenus, mais pas que, aussi les inégalités d'accès et d'opportunités, en ayant aussi à cœur de réduire les inégalités de genre entre hommes et femmes, comme Mohamed le disait tout à l'heure. Vous nous avez proposé dans cette thématique de garantir l'autonomie des personnes fragiles et notamment des plus âgées. Donc, c'est aussi quelque chose qui ressort dans notre future stratégie et dans la stratégie 100% lien social, puisqu'il y a tout un engagement de renforcement de l'inclusion et de solidarité intergénérationnelle, donc notamment à l'égard de nos aînés. Il y avait également des propositions sur l'accessibilité aux droits. Donc, l'approche par les droits, Philippe en a déjà parlé, donc je ne vais pas revenir dessus, mais donc clairement, c'est quelque chose qui a toute sa place dans le cadre de notre future stratégie. Est-ce qu'on fait un petit point de questions sur cette thématique? Est-ce que vous avez des questions? Ou j'avance? Peut-être moi, j'ai noté peut-être deux points sur lesquels je peux peut-être réagir très vite déjà, et puis je propose ensuite qu'on continue, et puis que vous poursuiviez prochainement vos questions. Je pense qu'il y en a beaucoup avant, il faudra qu'on remonte, mais au moins, la question sur les questions sur la culture et leurs organisations culturelles, très clairement, vous savez que l'AFD a commencé à s'engager sur cette dimension-là, sur ce sujet-là, sur les enjeux des industries culturelles, notamment depuis maintenant quelques années. En tout cas, c'est un chantier qui s'est ouvert avec la stratégie précédente et dans le cadre autour de tout ce qu'on considère comme étant essentiel au lien social, on va poursuivre évidemment l'action dans le domaine culturel. Donc, c'est quelque chose qui est bien inscrit dans la stratégie, pas de souci là-dessus. Le deuxième, il y avait une question sur les enjeux de jeunesse et les organisations de jeunesse. Oui, effectivement, de manière assez naturelle, évidemment, la plupart des interlocuteurs, en tout cas les bénéficiaires des interventions de l'AFD sont orientés vers la jeunesse. Donc, on a l'idée d'introduire un marqueur un peu plus spécifique, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas juste la jeunesse bénéficiaire, mais comment on la rend effectivement actrice de la construction de nos interventions et évidemment des interventions. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Bien évidemment, à travers le dispositif OSC, on est très engagé sur la mobilisation de la jeunesse, évidemment avec les organisations de la société civile. Donc, on finance énormément de projets en faveur de la jeunesse, à la fois de la sensibilisation, mais aussi des actions en France et à l'étranger. Je pense que c'est extrêmement important. Je pense que plus de 50% de nos projets intègrent la jeunesse comme bénéficiaire et population actrice, en fait. C'est un vecteur fort. Maintenant, l'idée, c'est comment est-ce qu'on le diffuse au sein des financements de l'AFD. Et l'idée d'avoir un marqueur est en train d'être discutée. Peut-être enchaîner, puis on va essayer de prendre le temps de noter toutes les questions. D'accord. Alors, je continue avec la dernière catégorie la dernière thématique sur laquelle vous étiez invités à vous exprimer. C'est la thématique mobiliser et innover ensemble. Donc, on commence avec le nuage de mots. Et là, vous voyez que les termes acteurs, partenariat, société civile, ONG ressortent très clairement. Donc, s'il n'y avait qu'un message à retenir, ce serait une demande très claire, c'est le groupe AFD doit travailler encore plus et encore mieux avec les ONG et les sociétés civiles. Faire de vous des partenaires privilégiés tout au long de nos financements, de nos projets, pour que vous ayez toute votre place à nos côtés. On voit les termes là, éducation tout à l'heure qui n'étaient pas ressortis dans le nuage de mots général, mais là ils sont ressortis sur
sur cette thématique, mobiliser et innover ensemble. Alors, pour reprendre les différentes propositions, là aussi, on en a eu beaucoup, plus de 70, je crois. Donc, on a également essayé de les regrouper autant que possible sous forme de grandes thématiques. L'une des thématiques qui est ressortie, c'est de promouvoir des partenariats au service des ODD. Donc, on en a déjà parlé un petit peu en introduction. Ça rentre clairement dans l'un des champs de la mobilisation partenariale. Donc, vous nous avez suggéré d'avoir plus de partenariats avec les acteurs publics, de développer les partenariats publics-privés, les partenariats avec la société civile pour aboutir à une stratégie commune pour la réalisation des ODD. Donc, clairement, on est complètement en phase avec ce type de proposition et ce sera un axe fort de notre future stratégie. Vous nous avez également proposé de favoriser les espaces de dialogue, de concertation, d'échange entre les différents acteurs pour favoriser échanger sur les bonnes pratiques entre les acteurs du Nord, les acteurs du Sud, mais également entre les acteurs Sud-Sud. Donc, c'est des choses sur lesquelles on est également en train de réfléchir pour favoriser ces partenariats également. Et ça rentre dans l'aspect mobilisation des connaissances, des expertises, des compétences dont parlait également Philippe en introduction. Concrètement, il y a des propositions pour favoriser les échanges d'innovation et de pratiques entre les acteurs humanitaires et les acteurs de développement. Donc, c'est des choses importantes qui seront également à l'œuvre dans notre stratégie. Vous nous avez également fait des propositions sur une nouvelle posture à adopter, un nouveau langage, de ne plus parler d'aide, mais plutôt de partenariat solidaire, d'enjeux partagés, d'acteurs locaux. Donc, très clairement, on est aligné sur cette nouvelle posture. Ça fait écho au sommet France-Afrique de Montpellier. On se retrouve dans cette nouvelle posture également que nous souhaitons également adopter. Deuxième thématique qui est ressortie, c'est mobiliser et travailler avec les OSC pour un POS avec les OSC. Donc, clairement, il y a eu beaucoup de propositions qui sont ressorties pour qu'on ait un dialogue le plus stratégique et le plus structuré possible entre l'AFD et la société civile, de vous associer de manière plus systématique et tout au long du cycle du projet que nous pouvons mettre en œuvre. Vous nous avez également suggéré de travailler avec plusieurs types d'OSC, des OSC françaises, mais pas que, également avec les OSC locales. Donc, c'est également quelque chose sur lequel que nous souhaitons porter dans le cadre de cette nouvelle stratégie. Travailler avec les OSC de défense des droits de l'homme et de la démocratie. Donc, ça rentre également bien dans notre nouvelle thématique et le nouveau pilier institutions, citoyens et démocratie dans lequel nous souhaitons nous engager et puis permettre aux OSC de bénéficier plus facilement de financement direct de l'AFD. Nous avons également eu toute une thématique de propositions sur l'économie sociale et solidaire dont Nicolas a déjà parlé tout à l'heure puisqu'on a eu des questions sur ce sujet. Donc, clairement, les propositions ont tourné autour de soutenir l'innovation sociale et la création d'entreprises solidaires dans un certain nombre de secteurs. Vous avez notamment mentionné le secteur de l'agriculture, de l'énergie, des mobilités douces. Donc, je ne reviens pas dessus puisque Nicolas en a déjà parlé. Et puis ensuite, on a eu trois catégories de propositions qui étaient plus liées à l'innovation. Donc, on a eu des propositions qui allaient dans le sens d'innover dans nos procédures pour aller vers plus de simplification, de clarté, d'accessibilité et d'efficacité. Donc, on est complètement d'accord avec ce type de proposition. Il y a tout un chantier en interne, justement, de transformation interne pour simplifier nos procédures, pour qu'on soit plus agile, plus innovant et permettre de travailler plus facilement avec différents types d'acteurs. Vous nous avez proposé de développer des produits financiers innovants et dédiés aux OSC et avec les acteurs locaux. Donc, différents types de propositions qui vont dans ce sens. Nous avons également eu des propositions pour financer les innovations pour des villes durables. Donc là, clairement, le groupe AFD est investi dans la promotion des villes durables. Il y a un département qui travaille sur cette thématique. Donc, on va continuer à travailler dans ce secteur pour les prochaines années. Vous nous avez proposé de soutenir les constructions durables, les initiatives d'installation de panneaux solaires, de systèmes de récupération d'eau, de mobilité douce. Donc, tout ça, ce sont des secteurs qui sont bien ancrés dans notre stratégie.
Et enfin, un dernier pan de proposition autour du numérique pour développer plus le numérique et en faire un levier transversal, peut-être au cœur de nos projets et des initiatives que nous pouvons porter. Vous nous avez proposé de financer des projets permettant de rendre l'Internet à haut débit accessible pour toutes et pour tous, notamment en Afrique et dans les zones les plus reculées, de financer des communs numériques, de former aussi les acteurs au numérique, parce que c'est bien de donner accès, mais après, il faut pouvoir aussi s'en servir et pouvoir l'exploiter au mieux des capacités que le numérique peut offrir. Donc, ce sont des propositions qui seront également embarquées dans le cadre de la future stratégie et vous pourrez le voir dans le cadre de la prochaine consultation. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je vois qu'il y a encore d'autres questions qui défilent. On a effectivement, merci pour toutes ces questions. Et je repasse la main à Philippe et Nicolas pour y répondre. Ok, merci. Peut-être, alors Nicolas, j'ai la sécurité alimentaire, sécurité nutrition, oui. Je sais que la question vient d'Action contre la faim. Effectivement, c'est un sujet pour nous sur lequel on a encore du mal, on achoppe sur comment avoir une vraie stratégie nutrition qui soit multisectorielle. Voilà, aujourd'hui, on est un peu comme beaucoup de bailleurs de fonds, on est organisé autour de thématiques qui sont bien définies. Et c'est vrai que le sujet de la nutrition et plus largement de la sécurité alimentaire va au-delà de quelques thématiques. Donc, on réfléchit, on a avec cette réorganisation, on a un département, ce qu'on appelle le département des solutions durables. Effectivement, on a toutes ces divisions techniques qui sont réunies autour d'un pôle. Donc là, on va essayer de faire remonter ce sujet-là, d'avoir une stratégie qui dépasse simplement la santé ou simplement l'agriculture et la sécurité alimentaire. Mais voilà, je pense qu'on a aussi besoin, et ça la société civile française le sait bien, on a aussi besoin de solutions et de propositions de votre part pour aussi faire remonter ce sujet, pour qu'il ait toute sa place aussi dans les objectifs et les priorités de la France aujourd'hui. Donc, il y a l'initiative Farm qui a été lancée par l'État justement sur les questions de sécurité alimentaire. On voit qu'autour de la crise ukrainienne, l'augmentation des prix, la réflexion des céréales, il y a un vrai enjeu. Voilà, faut pas que tout ça occulte évidemment les vrais problèmes et les solutions autour de la nutrition, mais voilà, on a cette ambition collective de repartir sur une nouvelle feuille de route de nutrition avec la société civile, le secteur privé et puis évidemment les autres acteurs de la recherche, etc., pour essayer d'avoir une nouvelle stratégie qui soit plus efficiente. Merci. Il y avait une question aussi, soutien au réseau de réseau, je pense que… Oui, bon, ça, c'est vrai que sur le dispositif OSC, on est très attaché à la structuration du milieu associatif. Je pense que beaucoup de personnes qui sont présentes le savent. Donc, on a évidemment cette volonté d'appuyer des réseaux d'acteurs, des alliances, évidemment ici sur le territoire français, mais aussi à l'international. Cette possibilité qui est maintenant ouverte justement au financement des OSC locales et qui a été confirmé avec l'appel à manifestation d'intention cette année. On est prêt aussi à financer des plateformes et des réseaux d'acteurs, des organisations paysannes aussi dans les pays du Sud. Donc voilà, on a vraiment cet objectif de structuration, de créer des coalitions et de les soutenir sur le long terme. Ouais, sur le point sur la question sécurité nutritionnelle, sécurité alimentaire, et pour revenir à ce que vient de dire Nicolas, et ce que j'ai dit aussi au tout début de la présentation, ça vaut pour ce sujet, ça vaut pour d'autres. On a de manière générale dans l'orientation qu'on essaie de donner, en tout cas le souci aujourd'hui d'essayer de penser le plus possible, comme je l'ai dit, chaque sujet dans une dimension plus ouverte, plus multisectorielle, et donc évidemment de décloisonner une approche strictement sectorielle le plus possible. Effectivement, la nouvelle organisation interne au niveau de la direction des opérations, elle répond à cet enjeu-là. La démarche ODD que j'ai présentée rapidement au début va dans ce sens, de la prise en compte en fait des facteurs multiples ou de la multiplicité des secteurs, évidemment selon contexte, selon sujet, selon pertinence. Donc l'objectif, c'est
d'aller de plus en plus vers ça, évidemment, et donc ça vaut sur ce sujet comme sur d'autres, mais c'est bien la direction générale qu'on essaie de prendre. Il y a pas mal de questions, vous avez posé peut-être très précises sur des sujets très géographiques où je vois peut-être pas y répondre là complètement, d'autant plus que c'est peut-être des sujets qui vont avoir des réponses au moment où on va décliner, puisque là on est sur la méta-stratégie, on va dire, de l'AFD, qui va se décliner ensuite en des feuilles de route et des stratégies plus précises par pays, par géographie. Donc, je pense que ça sera le bon moment aussi pour reparler de ces questions-là. Je vais aller assez vite, mais au moins pour donner réponse. Zone de crise, zone de fragilité, il y a une question dessus. Oui, évidemment, clairement, il y aura une place dans la stratégie sur ce sujet-là, faisant là aussi le bilan de ce qu'on a fait les dernières années, le bilan des orientations qui ont été prises dans la stratégie précédente et bilan positif et négatif tirant les enseignements de ça. Mais on a une réflexion qui va être très, très, très certainement poursuivie à partir de ça, avec l'enjeu de poursuivre en fait une action à la fois en mode plus agile et souple que nécessitent ces situations-là, et en même temps qui puisse avoir le plus d'impact en termes de stabilisation et de long terme, et faisant la meilleure jonction possible entre des enjeux de sécurité et des enjeux de développement dans chacun des bassins de crise d'une certaine manière, et de manière la plus adaptée possible à chaque réalité. Donc par rapport à ça, la première orientation que nous avons prise là-dessus, c'est déjà de positionner toute l'expertise en termes de crise et de vulnérabilité du côté des directions géographiques dans la nouvelle organisation, d'un nouvel organigramme de l'AFD, de sorte justement à pouvoir être le plus proche possible de chacune des situations, et d'avoir une intelligence situationnelle la plus poussée possible et répondre de manière la plus précise possible à chaque bassin de crise, puisque évidemment chaque bassin, chaque contexte est différent. Voilà, mais en tout cas pour répondre clairement, évidemment, ça c'est un point qui s'impose à nous, j'ai envie de dire, donc on ne passera pas à côté. Le sujet de descendre à la maille des PME, je crois que ça a été aussi interrogé. Oui, c'est aussi une préoccupation importante, comment arriver à toucher des acteurs de plus petite taille, tenant compte aussi de ce qu'on peut faire à partir de l'institution qui est la nôtre, et de ce qu'il faudrait peut-être faire de manière déclinée avec des partenaires. Mais c'est évidemment un sujet qui est aussi au cœur des réflexions au sein notamment de Proparco, qui est la filiale en charge très directement du soutien au secteur privé. Donc c'est aussi un sujet qui est bien dans notre esprit. Voilà, il y avait une autre question sur l'enjeu des ressources naturelles et de leur utilisation durable. C'est une question qui a été posée en anglais. Oui, enfin, c'est peut-être pas sorti dans les propositions, mais on a clairement là aussi une préoccupation là-dessus, autour des enjeux de sobriété, autour des enjeux aussi de transformation des systèmes de consommation et de production. Donc, c'est évidemment un sujet qu'on ne perd pas de vue. Voilà, peut-être qu'on... Ouais. Il y avait également une question sur les propositions qui n'ont pas été retenues, et effectivement, on peut en parler. Mohamed, tu veux peut-être répondre à cette question? Oui. En fait, la très grande majorité des propositions qu'on a reçues s'inscrivaient dans la droite ligne des missions et du mandat du groupe AFD. Et ça, on peut mettre à votre disposition toutes les propositions qu'on a reçues pour plus de transparence. Et les idées qui n'ont pas été retenues, généralement, sont des idées qui sont au-delà du cadre d'intervention et de ce que le mandat du groupe AFD peut lui permettre de faire. Par exemple, à titre d'illustration, on a des idées, des propositions qui demandaient au groupe AFD de contrôler la population mondiale ou d'intervenir
sur des enjeux de souveraineté des pays, des États avec lesquels le groupe AFD travaille. Donc, c'est possible de mettre à votre disposition toutes les propositions dans un souci de transparence de tout le processus de consultation numérique externe. Ok, merci Mohamed. Juste zone fragile, les leçons de l'initiative MICA, oui, clairement. Enfin, il y a une évaluation qui a été rendue, mais on est bien d'accord. Hein. C'est évidemment le fonds MICA et toute l'expérience qui a été bâtie autour de ce fonds va être clé et sera une des bases, servira pour nos réflexions et pour la suite. On est bien d'accord. Il y avait une question sur les places des petites et moyennes ONG. Oui, alors bon, effectivement, là, le dispositif d'appui à la société civile est plusieurs outils. Il y a un guide méthodologique qui est évidemment disponible via notre site internet. Donc c'est vrai que les financements directs sont accessibles pour les organisations qui ont une taille, on va dire modeste, autour de 100 à 140 000 euros de budget annuel. Pour les autres organisations, celles qui ont des budgets moins importants, on a ce qu'on appelle l'agence des micro-projets. Donc on fait en fait de l'intermédiation avec des opérateurs, des OSC. Donc c'est la Guilde de Durée dans l'occurrence qui gère ce dispositif. Donc on a la possibilité, nous, d'appuyer donc indirectement des organisations de taille plus modeste. On a d'autres financements aussi avec l'agence territorialisée des micro-projets. On finance avec des collectivités locales, notamment des organisations sur l'ensemble du territoire français. Donc, on a plusieurs mécanismes. On est en train de réaliser une infographie justement pour essayer de préciser, en tout cas de rendre plus lisible l'ensemble des dispositifs et des outils de financement à destination des organisations de la société civile. Et ça, ce sera disponible bientôt sur notre site. Donc, vous verrez, il y a toute une gamme d'offres et d'outils financiers qui permettent de financer des petites organisations à des très, très grandes organisations. Donc, on pense qu'on a l'ensemble, en tout cas, de la palette d'acteurs aujourd'hui qui peut être financée directement ou indirectement par la Merci. On a la place encore. Il y avait une question sur la coordination nécessaire et essentielle avec le centre de crise du Quai d'Orsay. On le partage bien. On est d'accord là-dessus. Bon, je pense que le dialogue est assez. Oui, il est régulier. On organise de plus en plus de réunions autour on va dire, de bassins de crise. Donc récemment, on a fait une réunion sur le Sahel avec évidemment les acteurs de la société civile française et aussi du Sud, les différents structures du groupe AFD, donc avec Expertise France, même Proparco est venu, évidemment le centre de crise. Et voilà, l'idée, c'est d'avoir une vision un peu globale, justement, des outils et de la stratégie française pour répondre aux crises. Donc, une articulation avec des fonds aussi qui augmentent considérablement pour le centre de crise. Donc, donc de plus en plus de terrain où on intervient de manière parallèle, concomitante. Et donc, on a de plus en plus de ce souci de trouver des passerelles et des stratégies communes. Oui, et puis je pense il va y avoir une séquence importante de ce point de vue-là, c'est la révision de la stratégie humanitaire de la République française qui est prévue pour l'année prochaine et qui va être l'occasion, qui devrait, de notre point de vue, être l'occasion aussi d'un renforcement de la cohérence et de l'articulation entre ce qui relève du CDCS et de son action et de ce que nous faisons nous en termes plutôt d'investissement dans les zones de crise. Mais en tout cas, cette intention, elle est là, elle est présente. Je pense que les choses se sont beaucoup améliorées de ce point de vue-là. Et je pense encore une fois, l'occasion de la nouvelle stratégie de l'AFD et de la nouvelle stratégie humanitaire seront une bonne occasion aussi de renforcement de ces articulations. On a des questions sur l'alignement avec le COM également. Alors, oui. Alors, oui, totalement. D'autant plus qu'on a un calendrier qui est très facilitant de ce point de vue-là, en tout cas, qui est avec, si vous voulez, d'abord une loi, la nouvelle loi pour le développement d'août 2021, qui fixe les grands objectifs. Évidemment, la double réflexion post et com s'inscrivent dans la continuité de cette loi et dans sa déclinaison.
Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que le nouveau com de l'AFD démarre en 2023, donc sur le même pas de temps que la stratégie. Et donc, nous pensons aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui dans un dialogue évidemment avec l'État pour avoir la plus grande cohérence possible, évidemment, entre les orientations stratégiques qu'on est en train de discuter là, les grandes intentions que je vous ai évoquées, la façon dont ces intentions-là sont en phase avec la loi et la manière évidemment dont le contrat d'objectifs et de moyens avec l'État les traduira. On a évoqué tout à l'heure la question du ciblage financier, par exemple, et la question des moyens, ça viendra s'inscrire dans la discussion sur le COM. Voilà, donc clairement, l'objectif, c'est d'avoir un COM et un POS qui démarrent ensemble en 2023 et qui soient l'un sur le discours stratégique et l'orientation stratégique générale, et le deuxième sur les objectifs et les moyens prioritaires qui vont émerger donc, de votre dialogue avec l'État. Voilà. Donc ça, c'est bien dans nos intentions partagées avec l'État aujourd'hui de vous dire ça. On avait une autre question également de Mélanie sur les engagements par rapport au genre, dans le cadre voilà, qui ressort clairement de la loi, et du coup, quelles sont les cibles que le groupe AFD va se fixer en termes de genre cadre 1 et cadre 2, et s'il va y avoir un nouveau cadre sectoriel sur le genre. Alors, cadre sectoriel, je ne sais pas. Je ne sais pas si on l'appellera comme ça, mais en fait, on est en train de réfléchir comme je l'ai dit, aux déclinaisons de la stratégie une fois qu'elle aura été adoptée. Donc, peut-être qu'il y aura des cadres stratégiques thématiques dédiés, peut-être pas sous ce format-là. L'enjeu pour nous, pour vous le dire très clairement, c'est de réduire aujourd'hui le nombre de stratégies et la complexité, le nombre de documents et de cadres. Il y en a beaucoup. Certains sont indispensables, d'autres peut-être moins. Donc, le but pour nous, c'est d'être le plus précis, en tout cas dans la stratégie générale, et puis ensuite de voir si c'est des cadres stratégiques ou des feuilles de route. Bon. Donc ça, c'est sur la forme, et le format que ça pourra prendre, c'est en réflexion en tout cas, pour savoir qu'est-ce qu'il faut maintenir. Clairement, la question du genre, elle va être au cœur, la préoccupation et la poursuite, en tout cas, des efforts qui ont été faits sur cette dimension-là depuis plusieurs années maintenant. Elle est bien inscrite. C'est un des grands objectifs de la loi, d'ailleurs. C'est un objectif transversal. Donc vous allez la voir. Cet objectif-là, vous le verrez clairement dans la stratégie et très certainement dans le COM, et y compris dans la fixation des ciblages en termes d'efforts sur le cadre 2. Voilà, donc c'est bien pris, et la loi, de ce point de vue-là, nous donne d'ailleurs des cibles, des objectifs assez précis. On s'inscrira bien dans cette ligne. On avait également une question sur Div qui s'interroge sur la question des enjeux de l'emploi et du travail. Comment est-ce qu'on intègre ces thématiques dans la prochaine stratégie? C'est clairement c'est un des points qu'on va retrouver certainement dans les stratégies, je dirais plus économiques d'accompagnement du secteur privé. Et donc oui, aujourd'hui, si vous voulez, ce qu'on vous présente là, c'est les orientations stratégiques générales. On n'est pas descendu à la maille de chacun des sujets, mais il est évident, par exemple, la réflexion qu'on a aujourd'hui sur le secteur privé
pousser jusqu'au secteur informel, sur les initiatives jeunesse, sur les nouvelles formes d'action, d'entrepreneuriat, de création d'emplois, sur l'économie sociale, sur les bassins, en tout cas, de création d'emplois. Tout ça fait partie et fera partie de nos réflexions, adaptées évidemment à chaque géographie, parce que les réalités ne sont pas les mêmes de ce point de vue-là, et les besoins entre différentes géographies. Mais oui, c'est évidemment un point et probablement aussi un marqueur de l'efficience de notre action sur le terrain. Donc, voilà. Je ne peux pas en dire beaucoup plus là parce que le temps manque, mais pour dire, c'est une préoccupation évidente. Quand on parle de transition, c'est quels sont les secteurs de transition aujourd'hui et quels sont les secteurs créateurs d'emplois, où est-ce qu'il faut investir, quelles sont les filières. Voilà. Et j'insiste beaucoup sur l'informel, qui va être aussi, qui est évidemment un domaine, notamment en Afrique, essentiel et sur lequel il faudra qu'on se donne plus de moyens d'action et de suivi. Voilà. Alors, l'éducation, enfin, je pense qu'on est d'accord là-dessus, sur ce que vous dites là dans votre dernière question. En tout cas, je ne sais pas si j'ai dit rapidement, mais on a vous allez retrouver assez fortement les trois dimensions écologique, sociale et citoyenne et institutionnelle, et qui vont être les trois grandes signatures d'une certaine manière. Et dans la dimension sociale, dans la réorganisation aujourd'hui, il y a un enjeu évidemment à poursuivre le réinvestissement des champs autour de la santé, de l'éducation, de la formation. Je veux dire, bon, la loi l'affiche aussi comme une priorité. De fait, elle sera bien positionnée dans notre stratégie, il n'y a pas de doute là-dessus. La question sur les moyens, non? C'est intéressant, peut-être de revenir sur ces sujets-là. Donc, effectivement, je pense que la loi de programmation, c'est quand même une avancée très forte. Il y a peu de pays qui ont une loi de programmation sur le développement et ça fixe une trajectoire et des ambitions aussi au niveau national, avec vraiment l'objectif d'avoir les 0,7% du revenu national brut d'ici 2027. Donc, voilà, vous savez comment se passe. Il y a des arbitrages, évidemment, avec les progressions des lois de finances tous les ans, sur lesquels on est dépendant. Mais globalement, voilà, le cap, il est fixé. Donc, a priori, oui, l'État devrait nous donner les moyens d'atteindre ces objectifs-là. Maintenant, ça ne se fera pas tout seul. Hein. On ne le fait pas. On ne fait pas en vase clos. On a besoin évidemment des partenaires du Sud avec lesquels on travaille. On a besoin de vous, évidemment, aussi comme acteur clé. Donc, je dirais que les moyens financiers, a priori, on ne sait jamais, hein, parce que tout peut être aussi chamboulé avec le contexte international, des crises, etc. Mais voilà, la trajectoire, elle est quand même claire et relativement croissante. Donc, on est confiant. Oui, peut-être pour compléter sur la question des moyens, et avant de passer à la toute dernière slide pour vous dire la suite, le calendrier et la suite, parce qu'on arrive à la fin de notre échange. Il y a évidemment, la discussion a commencé avec l'État, et vous le savez, il y a tous les enjeux évidemment de la trajectoire d'APD, dans un contexte qui ne va pas être simple. Donc ça, on sera soucieux, je crois, ensemble d'avoir une trajectoire qui continue de s'accroître. Mais c'est évident que ce qu'on présente aujourd'hui et le dimensionnement de l'ambition stratégique se fera en fonction ensuite, évidemment, des moyens disponibles. Hein. Et donc ça, c'est la deuxième partie de notre discussion. Enfin, c'est le semestre qui vient qui va déterminer ça de manière plus précise. Il va y avoir des ajustements, on est encore en processus. L'autre élément sur la question des moyens, c'est ce qu'on a mis dans l'axe mobilisation dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire il y a nos moyens propres et il y a ce que nous allons pouvoir faire avec nos propres moyens et il y a ce qu'on peut faire par la démultiplication
des moyens, donc les effets leviers dont j'ai parlé, les enjeux de réorientation. Aujourd'hui, on sait, les moyens sont très nombreux d'une certaine manière sur le champ du développement durable et ils ne sont pas forcément investis et orientés dans le bon sens. Donc il y a aussi un enjeu d'orientation des moyens, mais ça c'est évidemment de l'action externe. Donc il y a de l'interne, ce qu'on peut faire pour accroître les moyens et ça c'est indispensable. Mais il y a aussi, on va aussi beaucoup travailler sur le déploiement des moyens aussi en effet levier, la mobilisation de moyens additionnels. Parce que quand on parle d'orienter des trajectoires, d'accompagner des acteurs à leur transformation, quand on met effectivement un niveau d'ambition sur ces enjeux-là, ça n'est pas l'AFD seule qui va pouvoir le faire. Elle le fera avec ses partenaires, avec ses alliés, avec son écosystème. Et donc, il y a un enjeu de mobilisation et de mutualisation de moyens aussi essentiels. Voilà. Il nous reste 3 minutes, donc simplement pour vous dire la suite. Hein, on est aujourd'hui dans le juste après la première flèche. Hein, donc on est au moment du partage de tout ce qu'on a reçu, en tout cas ce qu'on a essayé de vous restituer aujourd'hui, et ce premier échange qu'on vient d'avoir avec vous. Donc là, la suite, c'est, comme je disais, la rédaction d'une première version de la stratégie qui est prévue pour être rendue et présentée à notre conseil d'administration fin septembre. Et donc ensuite, ce document-là sera remis en consultation. Donc vous aurez, sous le contrôle des collègues, je pense par la même plateforme numérique, donc accès à ce qu'on a appelé la V1 du POS, donc qui sera mise en ligne, je crois, je l'espère, à partir du mois d'octobre. Et donc avec probablement un mois de délai pour la consultation et que vous puissiez la commenter, réagir dessus et rebondir sur ce qu'on aura fait et nous permettre donc d'enrichir cette rédaction pour aller vers une V2 du document. Alors évidemment, la consultation, elle va se faire à l'externe. Vous imaginez bien qu'elle se fait aussi à l'interne avec l'ensemble des directions du groupe AFD, qu'elle se fera aussi avec l'État nécessairement. Donc c'est le fruit de toutes ces consultations qui nous permettra d'aller vers une V2 du document d'orientation stratégique pour la fin de l'année. Donc objectif de présentation en conseil d'administration en décembre pour une nouvelle étape. Et puis une adoption formelle très certainement au premier trimestre 2023 pour sa mise en œuvre. Voilà à peu près le calendrier général. Donc restez bien en ligne d'une certaine manière, notamment pour le prochain rendez-vous en octobre. Ce qu'on peut essayer de faire, je ne sais pas si, en tout cas, de répondre peut-être aux questions qui n'ont pas été posées là, d'essayer de vous envoyer des réponses écrites avec, je redis aussi, avec les organisations représentatives, nos parties prenantes. On aura des temps d'échange et de dialogue encore à venir, donc, dans un format plus humain, je veux dire, d'échange et de discussion. Donc, notre concertation, elle n'aura pas que cette forme-là. Voilà, donc un document en ligne sur lequel vous pourrez agir et puis on va se revoir certainement dans des formats plus restreints avec en général, enfin plutôt les organisations représentatives et fêtières de chacune des entités ou chacune des catégories de la société civile que vous représentez là. Voilà, merci beaucoup encore pour votre participation et surtout de continuer à nous nourrir et à nous suivre parce que c'est évidemment très utile pour avoir la stratégie la plus ambitieuse, mais aussi la plus connectée à vos préoccupations. Merci encore. Merci. Et juste un petit mot pour finir, parce que il y a beaucoup de remarques là-dessus. On va pouvoir partager la présentation avec vous. Donc, on a toutes vos adresses email, donc vous pourrez la recevoir à l'issue de ce webinaire. On vous l'enverra. Merci beaucoup pour vos propositions. Merci. Merci.